Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Journal sur TV 78, l'essentiel de l'actualité locale et régionale. Tout de suite les titres de ce jeudi 4 octobre. L'événement a fait le plein au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, quelques jours après la fin de la Ryder Cup. Quel premier bilan dressé en matière de tourisme? Le rendez-vous a-t-il été bénéfique également pour l'Île-de-France, ses hôtels et ses sites? Élément de réponse avec Christophe Decloux, directeur général du comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Redonner confiance aux personnes dans le besoin. Depuis septembre, les bénéficiaires des Restos du Cœur de Rambouillet peuvent profiter des services d'une coiffeuse. Elle délocalise son salon une fois par semaine dans les locaux de l'association et propose des coupes gratuites. Enfin, c'est une première dans l'histoire du club de baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux sont en finale du championnat de France de Division 1. Match 1 et 2 au programme ce week-end à Rouen. Les Yvelinois qui disputeront également une Coupe d'Europe. Nous en parlons avec nos invités. Les députés viennent de donner leur feu vert. L'Assemblée nationale autorise la privatisation du groupe Aéroports de Paris. L'État détient actuellement un peu plus de 50% des parts de ADP pour quelques 9,5 milliards d'euros. Dans les Yvelines, l'entreprise gère les aérodromes de Toussus-le-Noble, Saint-Cyr-l'École et Chavenay-Villepreux. Une privatisation rendue possible par la future loi Pacte qui n'obligera plus l'État à détenir la majorité des parts du groupe aéroportuaire. On accueille sur ce plateau notre premier invité, Christophe Decloux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Alors on va dresser avec vous dans un instant un premier bilan touristique de la Ryder Cup. Juste avant, depuis la fin de l'événement dimanche dernier, les organisateurs ont commencé à démonter les gigantesques structures. L'opération devrait durer plusieurs semaines. Les détails de Mickaël et Lemidoro. Le jeudi 27 septembre, le Golf National accueillait la cérémonie d'ouverture de la Ryder Cup avec plus de 40 000 spectateurs dans le public. Une semaine plus tard, l'atmosphère a bien changé. Les fans ont laissé la place à des ouvriers pour les premières opérations de démontage. C'est bizarre, c'est étrange. On est plein de différentes émotions. On a des hauts et des bas parce que ça s'est passé tellement vite. Et vu de l'intérieur, on ne l'a pas vraiment vu passer, quoi. Au total, 300 personnes sont présentes sur le site pour enlever au plus vite les structures. Le dernier camion devrait repartir à la mi-novembre. Là, actuellement, sur le parcours, ce matin, il y a des gradins qui ont déjà disparu. Derrière le 17, c'est en plein démontage. Derrière le 14, le trou numéro 14, les grands gradins publics sont déjà démontés. Il y a évidemment des camions qui sont déjà partis, des camions burgers, etc. Je dirais un quart est déjà disparu. Les fans de golf peuvent tout de même être rassurés, tout ne sera pas démonté ou enlevé. Le Golf National devrait garder des stickers de la compétition sur certains murs. Le vestiaire de la Team Europe sera lui aussi conservé dans son intégralité. Christophe Decloux est avec moi en plateau, directeur général du comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Alors le CRT était présent sur cette Ryder Cup, vous aviez un stand dédié. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur, cette Ryder Cup ? Déjà, de dire que l'immense fierté pour déjà la France et la région parisienne d'accueillir le 3e événement sportif du monde, juste après les JO et la Coupe du monde de football. Donc c'est vraiment une immense fierté de pouvoir montrer au monde entier la capacité de la France et de la région pour accueillir ce type d'événement. Nous, on l'a vécu, on avait un stand de la région au sein du pavillon France, sur le parvis central, juste devant la scène où il y a eu la cérémonie d'ouverture. Et nous avons eu beaucoup de monde, américains, anglais en particulier, qui sont venus nous voir pour mieux connaître la destination golfique de la région, où nous avons pu leur donner pas mal d'informations, en sachant que nous avons plus de 70 golfs en Île-de-France. On va voir les possibilités golfiques dans un instant. Alors, 60 000 spectateurs environ par jour sur place. On sait que les bénéfices en termes de billetterie, de merchandising iront à l'organisateur de l'événement. Il y a aussi les retombées indirectes, hôtellerie, visite de sites, transport. Est-ce que la région Île-de-France a profité de ce grand événement ? Alors, il est encore trop tôt pour avoir tous les chiffres, mais on a déjà certaines tendances sur la perception par les professionnels de la Ryder Cup. On est à plus de 95% de satisfaits de la période de la semaine dernière, donc pendant la Ryder Cup. Nous avons également constaté une forte augmentation des visiteurs anglais et américains qui sont arrivés par avion ou par l'Eurostar sur la destination. Les hôtels aux alentours du golfe ont fait le plein ? On fait le plein, mais ça a rayonné jusqu'à dans Paris ou même vers la petite couronne parisienne.
Alors la France tablait avant l'événement sur 220 millions d'euros de retombées économiques. C'est un objectif qui pourrait être atteint? Là, on n'a pas, enfin, c'était l'objectif. Oui. Maintenant, on n'a pas encore tous les chiffres. Ce qu'on a vu en revanche, c'est que la restauration a bien fonctionné lors de la Ryder Cup et dès très tôt le matin. Donc sur tout le parcours, avec les 60 000 personnes qui sont venues assister au parcours sur les journées de jeudi, vendredi, et samedi et dimanche. Vous le disiez, sur place des Américains, des Britanniques. Selon Canal+, nos confrères de Canal+, il y avait également beaucoup de Français. 40% du public présent à la Ryder Cup aurait été français. C'est sûrement vrai. Nous, on sait que 7% à peu près des visiteurs étaient américains. Et donc le reste était Europe du Nord, évidemment Angleterre, mais ça va tout le Royaume-Uni avec l'Irlande et l'Irlande du Nord. Alors, vous l'avez dit, il est trop tôt pour avoir ces chiffres et ce bilan final. Est-ce qu'on sait, en revanche, sur les réservations, si les personnes présentes à la Ryder Cup sont venues exclusivement pour cet événement ou sont partis sur des séjours plus longs sur la région Île-de-France? On a eu plus de nuitées qu'auparavant au mois de septembre, qui n'est pas un mois très important au niveau touristique dans la région. Donc oui, on a eu plus de nuitées. Il y a beaucoup de visiteurs qui sont venus pour la semaine et donc ont découvert d'autres sites. On était proche, Saint-Quentin-en-Yvelines est proche du château de Versailles, par exemple. Donc surtout ceux qui viennent des États-Unis, donc avec les heures de vol, ont bénéficié de l'accueil et des sites touristiques en Île-de-France. D'ailleurs, si on rappelle très rapidement les possibilités en termes de tourisme en Île-de-France, on est dans une région où il y a de l'urbain, il y a de la campagne, voilà, les possibilités sont grandes. Le comité régional du tourisme propose d'ailleurs un pass pour la région Île-de-France. Alors, nous venons de lancer, et on l'a lancé pour la Ryder Cup, le Paris Region Pass, qui est une carte sans contact, qui intègre le transport en commun sur toute l'île de France, mais également des croisières sur la Seine, des bus touristiques, les fameux hop-on, hop-off qui sont à Paris, mais également la visite, l'accès à plus de 60 musées en Île-de-France. Est-ce qu'on peut espérer aussi, avec ce parcours de l'Albatros qui a été en Mondiovision, que la destination golf française va se développer, que l'Île-de-France va devenir une région golfique, de tourisme golfique? Nous, on fait tout pour, parce qu'évidemment, on va surfer sur la Ryder Cup, sur l'impact que ça a eu mondialement. On lance également dès début 2019 le Paris Region Golf Pass, qui permettra à nos visiteurs internationaux de venir pour jouer au golf dans la région avec une facilité de réservation, un pass qui permet d'avoir jusqu'à moins 20% de réduction sur les green fees et donc de venir évidemment golfer là où la Ryder Cup s'est passée, donc au Golf National, mais également sur une vingtaine d'autres golf partenaires en Île-de-France. Ça veut dire quoi concrètement? On pourrait faire un 9 trous le matin, aller visiter, pourquoi pas, le château de Versailles l'après-midi? C'est exactement ça, c'est ce qu'on souhaite. C'est déjà on a dans le Paris Region Golf Pass, on a 2 ou 4 golfs à choisir selon la formule choisie. Et donc évidemment, quand on vient pendant 4-5 jours ou une semaine à Paris, c'est de découvrir la région, voir évidemment l'Ouest, parce qu'il y a beaucoup de golf dans l'Ouest francilien, mais également aller à l'Est, au Sud, aller visiter Fontainebleau ou le musée de la Grande Guerre à Meaux, par exemple. Il y a 410 000 licenciés en golf en France, c'est le 11e pays au classement mondial. Dans la région parisienne, c'est quoi les possibilités? Vous disiez tout à l'heure, c'est plus de 70 golfs? 71, exactement. 71, exactement. Donc après, il y a beaucoup de Franciliens qui jouent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire venir des visiteurs internationaux qui sont globalement des clients, si on peut les appeler comme ça, premium, et qui ont plus consomment plus dans notre région. Il faut savoir que sur des joueurs de golf, ils peuvent revenir sur une destination 3 à 4 fois sur la même destination pour découvrir plusieurs golfs dans une région, par exemple. Il nous reste 1 minute. Si on devait faire le bilan de cet entretien, est-ce que la Ryder Cup, selon vous, va laisser une empreinte durable pour la région Île-de-France, pour le tourisme golfique dans la région Île-de-France? Mais nous, on est persuadés. C'est la raison pour laquelle on lance plusieurs passes, plusieurs parcours golfiques pour surfer, si on peut utiliser ce mot, dans le golf, sur ce qui s'est passé. Et on espère aussi qu'on pourra être candidat pour une prochaine Ryder Cup ici. C'était la première en France, la deuxième en Europe depuis qu'elle est ouverte au-delà de l'Angleterre. Donc oui, la perception qu'auront nos visiteurs internationaux
pour le parcours golfique qui est un vrai atout pour la région. Et bientôt aussi une nouvelle exposition avec cette épreuve des JO qui arriveront en 2024, l'épreuve de golf pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris et aussi à Saint-Quentin en Yvelines. Merci Christophe Declos d'avoir été avec nous, directeur général du comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Pour avoir plus d'informations sur le tourisme en Île-de-France, je vous invite à consulter le site internet qui s'affiche, ça y est, il s'affiche en bas de l'écran. Solidarité, connue pour sa campagne d'hiver, les Restos du Cœur se donnent une mission plus large, c'est de redonner le sourire et la confiance à leurs bénéficiaires. Depuis septembre, un salon de coiffure a ouvert à Rambouillet. Un salon de coiffure délocalise son activité à l'antenne des Restos du Cœur et ce, une fois par semaine. Un reportage de Marilenia Pichino. Maman, tu es la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde. Le mardi après-midi, dans les locaux des Restos du Cœur de Rambouillet, les coupes s'enchaînent. La gérante du salon Sourire Diams a contacté l'association il y a 3 ans pour proposer ses services. De séances ponctuelles, elle est passée cette année à un créneau hebdomadaire consacré aux bénéficiaires. Il y a des personnes qui aident avec des dons, il y a des personnes qui aident financièrement. Et puis moi, je voulais vraiment aider avec notre savoir-faire. Car je pars vraiment sur le principe que être beau pour un entretien, être beau tous les jours, ça redonne confiance en soi. Et c'est aussi ma façon de collaborer aux citoyens de Rambouillet. L'une de ses employées vient tous les mardis de 14 à 16h pour coiffer en moyenne 5 bénéficiaires gratuitement. Raccourcir la longueur, raccourcir la mèche, je ne supporte pas les cheveux dans les yeux. Habituée aux séances tricot du mardi après-midi organisées par le Resto du Cœur de Rambouillet, Marie-Laure a cette fois décidé de passer entre les mains d'Audrey. Un moment pour soi idéal pour se sentir en confiance avant son prochain entretien d'embauche. Quand on perd beaucoup son emploi, puis autre chose, et qu'on est dans une situation jusqu'à aller au Resto du Cœur, ça veut dire que financièrement on n'y arrive plus. L'image de soi, c'est très très important. Et toujours le sourire pour la famille, pour nous-mêmes. Les bénéficiaires sont ravis d'avoir accès à ce service. Les séances coiffure d'Audrey sont déjà complètes jusqu'au mois de novembre. Comme chaque jeudi, le portrait de la rédaction. Il vient de prendre sa retraite après 10 ans de service. Alain Salomé était le responsable de la police municipale de Voisins-le-Bretonneux. Nous l'avons rencontré lors de ses dernières patrouilles. L'occasion de revenir sur sa carrière. Portrait signé Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Bon les gars, pour ce matin, François et Gaël, vous ferez une patrouille pédestre en priorisant les contacts commerçants. C'est l'une des dernières consignes données à ces hommes. Alain Salomé, responsable de la police municipale de Voisins-le-Bretonneux, va prendre sa retraite dans quelques jours. On reste en liaison radio. Pour l'instant, il part en patrouille avec Rémi dans une zone pavillonnaire de la commune. Dans les zones pavillonnaires, notre présence est quand même indispensable dans la journée, car les gens sont au travail et laissent la maison vide jusque ce soir. Une dissuasion qui peut parfois mener à l'intervention. Les policiers municipaux vicinois ont dû mener une opération sur le cambriolage d'une maison par plusieurs individus. À notre arrivée sur place, on les a interpellés en flagrant délit avec les tournevis. Ils avaient fracturé une porte-fenêtre en PVC et elles avaient retourné toute la maison à l'intérieur. Arrivé à la police municipale de Voisins-le-Bretonneux en tant que stagiaire en 2001, Alain Salomé a gravi les échelons jusqu'à devenir responsable en 2005, après avoir été gendarme pendant près de 20 ans. En 99, j'avais passé le concours de la police municipale parce qu'il n'y avait pas de passerelle à l'époque. On ne pouvait pas passer de la gendarmerie à la police municipale, donc j'ai passé le concours. L'échelle de la commune est très intéressante pour tout ce qui est contact et renseignement auprès de la population. Contact auprès des citoyens, plusieurs dossiers municipaux comme l'obtention des pistolets à impulsion électrique ou encore l'installation de la vidéoprotection, avec un marché conclu avant son départ pour la remise à niveau des caméras. Sur 3 ans, arrivé à 57 caméras. Dont pas mal de caméras en lecture de plaques qui nous permet de
de visualiser les véhicules qui rentrent et qui sortent des quartiers. Donc ça, très intéressant pour nous aussi sur les cambriolages. Avec 5 agents, la police municipale de Voisins-le-Bretonneux est une véritable famille pour Alain Salomé. Je pense qu'ils sont quand même satisfaits de mon commandement, mais j'avais même pas ça un commandement. C'est naturel. C'est une personne très humaine qui fait preuve de très grandes compétences pour attribuer les missions et aussi comment exécuter les missions. Parce que des fois, c'est vrai qu'il faut prendre des dispositions sur certaines interventions. Il a toujours su nous diriger dans le bon sens. Au bout de 17 ans, qu'est-ce qu'on ressent? On est content, j'imagine, d'être à la retraite et en même temps, on se dit... On est content, mais je lâche une équipe, quoi. Après 17 ans de service, le néo-retraité va pouvoir en profiter, notamment chez lui à Rambouillet et dans un pays qu'il apprécie particulièrement, l'Espagne. Sport, un club saint-quentinois à une marche, une seule du titre national en baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux sont en finale du championnat de France de Division 1. C'est le plus haut niveau national. Match 1 et 2 au programme ce week-end à l'extérieur contre les Huskies de Rouen. Alors pour en parler en plateau, 2 invités. Rodolphe Lemer, bonsoir. Bonsoir. Entraîneur des Cougars de Montigny-le-Bretonneux, et Dylan Mailleux, bonsoir. Bonsoir. Entraîneur joueur de ce club. Alors c'est la première fois dans l'histoire du club que voilà, vous atteignez cette finale. On l'imagine, c'est quelque chose d'énorme pour les Cougars. Oui, c'est une grande satisfaction. C'est vrai que ça fait 30 ans que le club existe. On fête en plus l'anniversaire cette année et ça tombe à point nommé d'atteindre ce niveau et d'être en finale de ce championnat de Division 1. Dylan, jouer une finale nationale, ça représente quoi pour un joueur? Pour un joueur, c'est tout ce qu'on attend pendant toute la saison. On se prépare tout l'hiver pour jouer des grandes compétitions comme celle-ci. Ensuite, je pense que voilà, on est tous prêts et on attend que ça. Alors, en attendant de savoir si vous remportez cette finale, une chose est assurée, c'est que les Cougars participeront à un championnat d'Europe, à une Coupe d'Europe l'année prochaine. Jouer une Coupe d'Europe aussi, c'est quelque chose d'énorme. Oui, c'est quelque chose. J'ai déjà eu la chance de le faire avec un autre club. Et c'est sûr que c'est une marche au-dessus à gravir, mais je pense que vu l'équipe qu'on a et ce qu'on vise, je pense que c'est réalisable pour l'année prochaine. Alors, 2 cas de figure, on le précise, vous pourrez disputer une Coupe d'Europe A si vous remportez ce titre national, donc avec les meilleures équipes. Dans le cas contraire, ça serait une Coupe d'Europe B. Alors, vous faites face ce week-end aux Huskies de Rouen. Les Huskies de Rouen, c'est 13 titres lors des 15 dernières saisons en D1. C'est un duel de David contre Goliath qui s'annonce. C'est vrai que Rouen, c'est une grosse machine qui sait conclure ses championnats, qui a toujours été au rendez-vous et qui a 13 titres à son tableau. C'est vrai que oui, on peut dire ça. Pourtant cette saison, je suis un peu plus confiant que les années précédentes. Vous les avez battus 2 fois lors de la saison régulière. 2 fois, on les a battus au Challenge de France. On les a mis en doute, on les a fait douter, donc on peut encore les faire douter. Mais voilà, ça reste quand même une grosse machine, et c'est un des clubs phares du club du baseball français, pardon. Ouais, rien n'est joué d'avance, mais il y a peut-être un avantage au niveau mental. Vous avez battu cette équipe 2 fois cette saison déjà. Ouais, on l'a battu 2 fois. Après, on sait à quoi s'attendre. Là, c'est pas le championnat, c'est des phases finales, donc on sait qu'il va falloir se renforcer à tous les matchs. Alors match 1 et 2 au programme ce week-end, ça sera à l'extérieur. Vous recevrez match 3, 4, peut-être 5 à Montigny-le-Bretonneux. Est-ce que c'est un réel avantage recevoir en dernier? Recevoir en dernier, c'est un avantage? Pour moi, oui. Après, on va dire que chacun a sa façon de penser. Je pense que finir à la maison, c'est quand même quelque chose, parce qu'on connaît le terrain, on a plus de repères, puisqu'on y passe beaucoup de temps. Après, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas d'inconvénient de jouer à l'extérieur. Alors de cette saison régulière, vous avez terminé 3e après avoir passé les quarts de finale. En 2000, il y a eu cet exploit contre Montpellier, un 3-0 infligé à Montpellier qui a fini premier de la saison régulière. Racontez-nous, Rodolphe, un peu cette sensation, comment elle s'est déroulée, cette sensation. Comment elle a été rendue possible? On est parti vraiment renforcé, on était vraiment déterminés. C'est vrai que comme disait Dylan, les phases finales sont vraiment différentes du championnat, de la saison régulière, et on était vraiment déterminés à aller plus loin. Donc c'est vrai qu'on a rencontré une équipe qui a fini premier de ce championnat. On y est allé serein, mais quand même on voulait donner vraiment un maximum sur ces 3 matchs. Faire le sweep, ce qu'on appelle le sweep, c'est prendre les 3 matchs sur 5 d'un coup, c'était pas une surprise, mais
On a été vraiment, moi, quand j'ai vu mes gars jouer sur le terrain, je les ai sentis vraiment, ils se sont transcendés sur ces 3 matchs-là. Et après le deuxième match, je sentais vraiment qu'on pouvait conclure sur une 3e victoire rapidement. Oui, il y a une confiance qui a été acquise là sur ces quarts et demi-finales. Je sais pas comment c'est venu, mais c'est vrai qu'entre les quarts et ce qu'on a joué en demi, là, c'est 2 équipes différentes. On est surmotivés et ça a fonctionné. Alors Rodolphe Lemaire, vous êtes arrivé il y a 2 ans, c'est ça, au Cougar de Montigny? Non, j'y suis depuis plusieurs années. J'ai pris en tant qu'entraîneur, j'ai pris l'équipe de Division 1 il y a 2 ans, oui. Très bien. Alors depuis, le club a grandi. Cette finale nationale qui est la première dans l'histoire du club, comment ça a été rendu possible, le fait d'atteindre ce stade? Il y a eu un gros travail, c'est vrai, depuis 2 ans, depuis la montée en division. On a fait beaucoup de recrutements. On s'est structuré aussi, on a créé une direction sportive qui a pris en charge donc toutes ces phases de recrutement qui sont importantes, parce que dès que vous montez d'une division, vous êtes très sollicité, donc il faut faire le tri, il faut savoir prendre les bons joueurs, il faut aller aussi chercher des joueurs à l'étranger, parce que c'est essentiel pour jouer en division 1, et tout ce travail de recrutement, il a été vraiment efficace, et puis tout le travail hivernal qu'on peut faire avec les joueurs, on a vraiment mis des choses en place un peu plus dures, on sait que en division 1, vous devez monter à cran supérieur, donc les entraînements ont été aussi élevés d'un cran supérieur, donc voilà, tout ça a vraiment fonctionné. Cette partie recrutement, cette partie préparation, elle a vraiment été efficace, et aujourd'hui on a le fruit de nos efforts. Les quelques jours qui précèdent cette grande finale, ils ressemblent à quoi? Est-ce que la préparation est un peu différente? Comment vous avez préparé vos joueurs? Nous, on se prépare de façon à pouvoir être prêt sur le terrain. Après, on révise plus, on est plus dans le détail de la perfection et réviser ce qui nous a apporté défaut pendant la saison. Mais sinon, non, il n'y a pas de choses différentes particulièrement pendant les entraînements. Un petit mot pour vous deux, pour terminer. Il y a de la pression dans vos rangs? Non, pas de pression. C'est ce que j'ai dit à une interview. C'est vrai que moi, la pression, je préfère la boire que la subir. Et on y va sereinement. Voilà, on a vraiment, aujourd'hui, le contrat, il est rempli. L'objectif n'est pas encore atteint, mais le contrat est rempli. On voulait faire mieux. C'est ce qu'on s'était dit avec les joueurs en début de saison. On voulait faire mieux que la demi-finale l'année dernière. Le contrat est rempli. Maintenant, voilà, l'objectif, c'est le titre. Et on va aller le chercher. Même état d'esprit d'Elan? Pareil, ouais, on dit qu'une finale, ça se gagne, ça se joue pas. Donc voilà, on est tous déterminés et on veut aller jusqu'au bout. On vous souhaite bonne chance pour cette finale. On y reviendra dans nos éditions la semaine prochaine. Merci à vous, Rodolphe Lemaire et Dylan Mailleux, d'avoir été avec nous. Et je rappelle que les Cougars de Montigny, le Bretonneux, sont en finale du championnat de France de D1. Match 1 et 2 au programme ce week-end à Rouen. Culture, en 1945, le journaliste Henri Calais publiait Les Murs de Fresnes, un ouvrage inventaire des inscriptions gravées par les prisonniers résistants français ou étrangers pendant la Seconde Guerre mondiale. De ce témoignage, la compagnie Ma Belle Octobre en fait un projet transmédia. C'est un spectacle interactif où le spectateur devient acteur. La compagnie était en résidence au Prisme à Elancourt et elle a présenté l'avancée de son projet à Mélanie Poquet. Avec Murs de Fresnes, on ne vous demandera pas de couper votre téléphone, bien au contraire. Le spectateur est comme un narrateur. La compagnie Ma Belle Octobre vous fait vivre de l'intérieur le quotidien des résistants enfermés en 39-45. Vous avez rien à craindre. On fait partie des résistants. On est des patriotes. C'est la question du choix. À l'époque, c'était la question du choix. Quel choix faisait-on? De quel bord choisissait-on? Est-ce qu'on dit souvent que les Français ont été très résistants, mais en fait, ils l'ont été massivement à partir de 1944. Quel épisode va suivre en fonction du vote que vous allez effectuer, puisqu'il y a plusieurs mots qui relient plusieurs épisodes, des mots-clés comme amour, torture, arrestation. Régulièrement, vous pouvez aussi interagir directement sur le plateau. Donc, par exemple, quand Jacques Onelli se fait interroger, c'est le public qui décide de lui donner des coups. 5 personnages sont actuellement créés. Des personnages réels, Louis Jaconelli, Huguette Prunier, Robert Beck, Gaston Daoust et Bertie Albrecht. La compagnie Ma Belle Octobre a entrepris un long travail de recherche avec un point de départ, Murs de Fresnes, du journaliste Henri Calais, qu'il publie en 1945. Qui est un livre absolument étonnant qui compile tous les graffitis qui ont été laissés par les prisonniers au départ des Allemands pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ouvrage m'a d'abord donné un certain nombre de graffitis et
et des indications sur quel type de personnes avaient été arrêtées et quels avaient été leurs destins. Et à partir de tous ces noms-là, j'ai fait mon propre choix à l'intérieur et j'ai fait des recherches supplémentaires pour voir quelle avait été l'histoire de ces personnes et qu'est-ce qu'il en restait. Une immersion prenante portée par un seul comédien. Mur de Fresnes est encore en cours de création avec l'ajout de 2 autres personnages avant d'être porté sur scène. Avant de se quitter, il tentera demain soir d'être le nouveau Ninja Warrior. Originaire de La Verrière, Louis Boniface est en finale du jeu de TF1. Le principe, franchir un parcours du combattant en un minimum de temps. Le jeune de 20 ans a terminé 3e de sa demi-finale la semaine dernière en 1 minute et 10 secondes. C'est un féru de gymnastique et de slackline, et discipline liée au funambulisme que vous voyez à l'image. Ils seront 25 candidats en lice pour cette ultime étape. Finale à suivre à partir de 21h ce vendredi sur TF1. C'est la fin de ce journal. Pour toutes les idées de sortie du week-end, je vous invite à retrouver dans un instant le 7-8 loisirs présenté par Marilène Yapichino. Belle soirée avec TV78.